13, qui va marquer le premier but d'un tir superbe de 20 mètres dans la lucarne. Et Nîmes va obtenir un penalty sur cette action de Nygard, bousculé par Janol. Penalty que Nygard va transformer lui-même. Un but partout donc entre Nîmes et Nancy. À noter la super partie du gardien de Nancy, Jean-Michel Moutier. Auxerre-Nantes maintenant avec notre correspondant des Fers 3, Dijon. Septième minute, premier corner pour les Auxerrois. Barret va récupérer le ballon, centre pour Pineda. Manque de sang-froid du jeune avant-centre auxerrois, surpris de se retrouver si près des buts, tout seul devant Bertrand de Man. Sa reprise échoue dans les bras du gardien nantais. Les Nantais plient d'ailleurs sous le rythme des Auxerrois. 5 minutes plus tard, c'est Lantier qui va avoir une nouvelle occasion. Lantier lance Perdriau. Après un relais avec Garande et Pineda. Le centre de Perdriau est contré et Lantier voit son tir échouer sur le poteau de Bertrand de Man avant de sortir. À force de plier, la défense nantaise rompt. Peu après le premier quart d'heure, faute d'Adoncor sur Perdriau. Les Auxerrois jouent rapidement le coup franc. Perdriau pour Ferreri, Ferreri pour Barret, Barret pour Garande tout seul. 1-0 après 17 minutes de jeu pour Auxerre. Vexel et Nantais vont se créer deux occasions coup sur coup aux 25e et 27e minutes, en partie grâce à leur jeu collectif retrouvé. Müller lance Bibard qui centre pour Bucher qui manque l'égalisation par un mauvais contrôle. Deux minutes plus tard, à nouveau une balle partie de l'arrière. Ayache s'enfonce dans la défense auxerroise. Centre pour Bucher, la balle échoue à Amis qui remet en retrait pour Müller qui adresse un tir canon des 30 mètres. Superbe plongeon de Batz qui sauve son équipe. Ce sont les deux dernières occasions d'une demi-heure de rêve. Ensuite le jeu va devenir brouillon et la deuxième mi-temps ne va être marquée que par quelques coups d'éclat. Le plus brillant pour Auxerre à 10 minutes de la fin ici. Ferreri lance Pineda, centre de l'ailier droit pour Garande. Bertrand de Man cafouille, Bibard s'en mêle et finalement Garande rate de peu la cage nantaise. En fin de match, les Nantais vont se créer deux occasions. À 5 minutes de la fin, tir de Touré, Batz une nouvelle fois sauve son équipe. Le gardien auxerrois va sauver son équipe à nouveau et pour la dernière fois à 30 secondes de la fin sur cette action. Bibard va se retrouver tout seul, va tenter de lober Batz qui va détourner sur la tête de Picot qui va heureusement pour Auxerre manquer sa reprise de la tête. Ouf! Les Auxerrois ont eu chaud, chaud pour le résultat, chaud aussi à cause de l'atmosphère. 2 kilos, ouais. 2 kilos, ouais. Pour tout le monde, le régime au cours d'un match, c'est de perdre entre 2 et 3 kilos en cette période de l'année. Chaud aussi à Bastia pour le match Bastia-Rouen avec les deux flèches de l'attaque bastiaise ici en action. Roger Mila et Jacques Zimaco de retour à son club des débuts dans la métropole et détourné par Amour, donc ce centre de Zimaco. Les gardiens, bien entendu, comme l'indiquera le score 0-0, ont fait un bon match. C'est le cas d'Olmeta, le nouveau gardien corse. Tir de Tlemkani qui passe à côté. Et c'est le cas aussi de Bensoussan, le gardien de Rouen, qui va ici stopper un tir lointain de Servetti. Un bon tir, 0-0. Donc les Corses n'ont pas marqué de but, n'en ont pas encaissé en 2 matchs. Rennes-Toulouse, alors là, il y a beaucoup de buts. Retour de Rennes en première division. Les supporters étaient là. Bien entendu, très heureux. Mais, bonheur de courte durée pour ces retrouvailles, puisque l'équipe toulousaine, très efficace, va marquer un premier but par Gérard Soler. Quelques instants plus tard, sur cette faute défensive, un deuxième but avec au départ Domergue. Une tête de Laurent Rousset et une reprise de Gérard Soler. 2-0 pour l'équipe toulousaine. Nous allons revoir ce deuxième but ralenti. Donc le centre de Domergue, nouvelle recrue sur la tête de Laurent Rousset qui lui aussi est une nouvelle recrue, l'ex-avant-centre des Verts. Et Gérard Soler qui arrive bien, qui joue très bien le coup. Du Pointu, un but de Monsieur Pointu. 2-0 et ce n'est pas fini.
puisque l'équipe entraînée maintenant par le Suisse Daniel Jean Dupeux va marquer un 3e but sur corner tiré par Solaire et but d'un nouvel recrue encore de Toulouse qui s'est beaucoup renforcé durant l'intersaison, signé Guy Lacombe. 3-0 à la mi-temps, il y a de quoi baisser la tête pour l'équipe de Jean Vincent, pour les joueurs de l'équipe de Jean Vincent, d'autant qu'en deuxième période, eh bien, Toulouse va corser l'addition grâce à Van Stralen qui était entré en cours de jeu, 4-0. C'est la déroute et ce n'est pas le but marqué ensuite par les Rennais qui va atténuer la déception. Ce centre de Bézaz sur la tête de Yannick Stopira. Bon, ça vaut un petit ralenti quand même, d'autant qu'il est marqué par les deux anciens joueurs de Sochaux, Moussa Bézaz et tête de Stopira, 4-1. Et il y aura un 5e but avec au départ le nouveau meneur de jeu de Toulouse, le Suisse Favre, qui d'une très belle balle piquée, bien exploitée par Van Stralen, regardez bien, c'est superbe, va permettre à Toulouse de l'emporter 5-1, contrôle de la poitrine, reprise de volée. 5-1 donc pour Toulouse à Rennes, Toulouse qui est plus que jamais un outsider en ce début de championnat. Autre sévère défaite à domicile, celle de Saint-Étienne. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça au stade Geoffroy-Guichard, contre Lens, 4-0, le premier but étant marqué par Brisson, à la suite du corner tiré par Piet. Il y avait 16 000 spectateurs au stade Geoffroy-Guichard et Xvereb est à l'origine des 3 autres buts, c'est le numéro 12, centre de Xvereb et 2e but signé du Polonais Ogaza. On va retrouver Xvereb à peu près dans les mêmes conditions. Et là, c'est Brisson qui remet ça. 3-0 pour l'équipe de Gérard Rouillet. Et le 4e but, encore Xvereb, qui lance fort bien le Polonais Tlokinski, qui part dans le dos des défenseurs verts et qui marque le 4e et dernier but. 4-0 donc pour Lens à Saint-Étienne. Metz-Brest maintenant, avec un raid de Kurbos, une sortie du gardien Bernard. Bernard continue sa sortie, il ne sait plus, je vais revenir, je continue, je reviens. Et Kurbos pendant ce temps-là centre. Au 2e poteau, il y a Éric Pécou, le nouvel avant-centre messin, et qui marque le but du match, que nous allons revoir au ralenti. Belle action technique donc du nouvel avant-centre du FC Metz, Éric Pécou, amorti de la poitrine. Reprise de mi-volée du pied gauche en pivot et en force, donc 1-0 pour Metz. L'ancien club de Pécou, Monaco, eh bien le voici, avec Monaco-Laval. De la montagne sur l'aile droite, centre de la montagne, au 2e poteau, comme un boulet de canon, Bruno Bellone, et 1-0. Il faudra attendre la 82e minute pour que Monaco creuse un écart meilleur avec cette passe de Bravo à Amoros, 82e minute, donc but d'Amoros, et puis petit exploit de Bravo qui bénéficie quand même du concours d'un défenseur de Laval pour marquer le 3e but, tout à fait en fin de match. 3-0 donc pour Monaco, l'un des favoris du championnat. Reste Paris Saint-Germain-Toulon au Parc avec cette très belle passe de Mustapha Daleb pour Dominique Rocheteau qui ouvre le score devant 25 000 spectateurs. Sur corner, tête de Zaramba et Berenguer sur la ligne de but repousse peut-être de la main. En tout cas, l'arbitre laisse jouer et il n'y a qu'un but d'avance pour Paris. Albert Raymond dans les 16 mètres, fauché par le mou. Penalty que va tirer Delio Onis qui a retrouvé le midi et ses amis d'Alger, Aymon et compagnie. Un partout donc à la mi-temps, mais l'équipe de Christian d'Alger et de Marcel Duval n'a tenu qu'une mi-temps. Et en deuxième période, eh bien, ce sera un petit peu l'effondrement avec Suzik à l'origine de tous les buts parisiens. Coup franc de Suzik et but de Luis Fernandez pour commencer. Ensuite, un tir de Suzik détourné par Neubert et Vizqueno est pris à contre-pied, 3-1. Ensuite, Suzik, le voici qui talonne pour Zaramba, c'est superbe, tir au ras du poteau, 4-1. Et le dernier, encore avec Suzik et la tête de Michel Ngom qui saute plus haut que le gardien. 5-1, c'est un peu lourd pour Toulon. Et c'est bien parti donc pour l'équipe de Paris Saint-Germain. Alors c'est bien parti aussi pour Sochaux, que nous allons voir maintenant. Sochaux qui occupe la tête du classement, nous verrons le classement dans un instant, avec Lens, avec 4 points. Sochaux qui recevait Bordeaux, c'était le match du jour pour la deuxième journée. Vous avez suivi ce match, Philippe, et Sochaux-Bordeaux, et puis vous en avez profité pour faire un magazine sur Sochaux que nous allons voir. Oui, on va commencer d'ailleurs par voir les images du match, donc entre les deux leaders, ceux qui avaient gagné tous les deux donc contre des promus. Les Girondins savaient que ce match serait difficile pour eux et ils n'ont pas tardé à s'en rendre compte. Regardez bien, tête d'Agerbeck qui passe juste à côté des buts de Delagé.
Et comme l'on dit dans ces cas-là, ce n'est que partie remise puisque dans la minute qui suit, Agerbeck va ouvrir le score. Ce but est amené par Dreossi, puis Anziani qui va passer au milieu de 3 Girondins. Il a vu Agerbeck s'engager, Agerbeck pousse et de 25 mètres met un tir superbe dans la lucarne de Lâcher. Agerbeck peut sauter de joie, il vient de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs, celle de Sochaux. Agerbeck est euphorique, là vous venez de le voir, il vient de réussir un contre, il s'est bien engagé et il va réussir un centre superbe. Malheureusement, Lubin est en bout de course et sa reprise passe au-dessus des buts de Lâcher, tout ça en 6 minutes. Cela va donc très vite, les Girondins vont tout de même céder une deuxième fois, mais après une demi-heure de jeu, sur cette faute de Touvenel sur Santos, le coup franc va être tiré par Lubin pour la tête d'Anziani, mais regardez bien, finalement c'est Touvenel qui marque contre son camp. 2-0 pour Sochaux et c'est finalement très mérité au vu des 30 premières minutes de la partie. Bordeaux va refaire surface en fin de première mi-temps sur cette poussée de Trésor, remise immédiate de Lacombe. Zégnier a bien suivi, reprise et finalement Rust qui détourne en corner. Arrêt réflexe donc de Rust. À la pause 2-0, un petit sermon de Jacquet dans les vestiaires et les Girondins reviennent sur la pelouse beaucoup plus décidés. Résultat, ils vont se trouver en position de marquer en plusieurs occasions. Dreossi a juste le temps de se relever pour voir Tussaud rentrer dans les 16 mètres et Rust réussir encore un arrêt superbe. Mais sur l'action suivante, Rust va s'incliner, c'est un coup franc. Lacombe va faire semblant de le tirer, mais finalement c'est Giresse qui met la balle dans la lucarne. 2-1 et encore une demi-heure donc aux Girondins pour arracher le point du match nul. Ils vont être tout près d'y parvenir. À la suite de ce 1-2, c'est Baptiston qui échoue sur le pied de Rust. Rust récupère le ballon en 2 temps, mais il fait savoir à ses coéquipiers qu'ils ont intérêt à se ressaisir s'ils ne veulent pas échouer dans ce match. L'avertissement apparemment n'est pas reçu puisque Giresse se retrouve encore en position de centrer pour Zégnier. Superbe reprise et encore un arrêt de Rust. Pas de dommage donc pour Sochaux. Au contraire, les Sochaliens à la dernière seconde vont marquer un but par leurs 2 remplaçants, Colin et Thomas. La talonnade est de Colin, le centre de Thomas et la tête d'Agerbeck. Superbe. 3-1 donc pour Sochaux qui remporte sa 2e victoire pour la plus grande joie de ses supporters bien sûr, mais pas au désespoir des Girondins. Il marque un très joli but d'entrée. Je crois que ça leur a permis de poser le jeu ensuite et de jouer avec beaucoup plus de confiance, mais il faut reconnaître que cette équipe a de très bons atouts et nous a fait le pressing, donc fortement gêné en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a bien réagi, on a marqué un but, on aurait pu en marquer un second. Et puis comme toujours, lorsqu'on cherche à revenir à la marque, on prend un but en contre-attaque. Vous n'avez pas de regrets, Sochaux mérite sa victoire? Non, je n'ai pas de regrets. Je dirais qu'on a vu l'équipe socialienne extrêmement agressive, très entreprenante, très enthousiasme et qui nous a posé beaucoup de problèmes après une certaine réussite et je crois que ça a été déterminant pour le match. Au début du match, j'étais loin de penser que nous battrions les Girondins par 3-1. Mais en fait, sur la physionomie du match, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors Sochaux cette année est ambitieux. Mais ambitieux, vous savez, je n'ai pas changé d'avis. Au départ, ce championnat, je reste persuadé qu'il y a quand même 4 ou 5 équipes qui sont meilleures que la nôtre, en tout cas présumées meilleures. Et le Football Club de Sochaux devrait se trouver tout à fait dans le sillage de ces 4 ou 5 équipes. Et pour cela, Mosca pourra compter sur Agerbeck, l'auteur de 2 des 3 buts sochaliens, et qui avec un petit peu de chance aurait pu en marquer 1 ou 2 de plus, notamment sur cette action de Philippe Anziani, qui a bien démarqué le Danois. Malheureusement, le tir d'Agerbeck est bien détourné par Delâché. Et le public ne s'y est pas trompé, qui a plébiscité Agerbeck, lequel a joué un match un petit peu particulier face à Thierry Tussaud. Nous sommes retrouvés là face à face, Agerbeck avec Sochaux, Thierry Tussaud avec les Girondins de Bordeaux. Et je crois que le premier point est pour Agerbeck ce soir. Je m'adapte mieux dans le style de Sochaux qu'à Nantes. Et à Nantes, il y a eu tellement de concurrence et il n'y a pas eu de vraie confiance en moi sur la aile droite. Vous savez, il y a tous les joueurs de Nantes. C'est les gens qui viennent comme très jeunes, hein, qui étaient là depuis longtemps. Et là, à Sochaux, je suis titulaire. Et c'est là, ça me donne confiance et je m'exprime mieux.
Le pari à Gerbeck n'était pas évident, il est en passe d'être gagné, le Danois est bien intégré, comme l'est d'ailleurs l'autre recrue sochalienne, Bierdré aussi. Tous les deux ne sont pas des vedettes, et c'est justement parce qu'ils ne sont pas des vedettes qu'ils ont pu signer à Sochaux, un club dont l'histoire se confond avec celle de son sponsor, et aussi avec celle de l'automobile. Avant-guerre, l'automobile était un objet de luxe. Nous avions du vedettariat, c'est évident. Depuis, après la guerre, il y a eu la démocratisation de l'automobile. Et là, dès cette époque, nous avons franchi le virage vers la politique de jeunes. On oublie peut-être qu'il y a eu la phalange des Lionceaux déjà en 1945. C'était déjà de la détection de jeunes talents. Maintenant, c'est la formation. Effectivement, pour nous, toute notre politique est à base de formation et je peux dire aussi, tourne un peu le dos au vedettariat. Sans dire que dans d'autres cités, c'est peut-être la politique de vedettariat qui s'impose. Ici, elle serait extrêmement déplacée. Pas de vedette donc, Sochaux a choisi l'autre voie, celle de la formation. Celle-ci est faite dans un cadre superbe, 3 grandes villas bien aménagées, dans un parc agréable. Là, les apprentis footballeurs, 19 cette année, ont les conditions idéales pour développer leur talent. Ils ont également la possibilité de suivre des cours. C'est plus prudent, le football n'est pas un métier où l'on gagne à tous les coups. Mais rien n'est laissé au hasard à Sochaux, ni la détection, ni la réputation du centre. Jean Fauvert m'avait repéré dans un petit club, il m'a demandé si je voulais venir à Sochaux. Puis j'ai accepté. Puis mon père était au club aussi, entraînait les cadets du club, alors c'était tout à fait naturel que je vienne au FC Sochaux. Vous avez eu d'autres possibilités?